Bonjour, la déconstruction des navires dans le port de Brest, la douceur extrême et puis également les préparatifs des législatives, c'est dans l'actualité de ce vendredi 13 janvier 2012. On en parle dans un instant avec Alain Félix, le rédacteur en chef adjoint du Télégramme. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Et alors que la déconstruction du cargo TK Bremen se poursuit sur la plage d'Erdeven dans le Morbihan, qu'en est-il des bateaux abandonnés dans le port de Brest? Voués à la démolition, certaines coques mouillent dans les eaux brestoises depuis plusieurs années. Alors, une filière de déconstruction est-elle envisageable? Le Captain Zaref, le Matterhorn, les Bas Victor, des bateaux à l'abandon et une image peu flatteuse pour le port de Brest. L'approche des tonnerres de Brest en juillet prochain pourrait accélérer leur fin à Brest ou ailleurs. Nous, ce que nous souhaitons sur des abandons comme celui-là, c'est la déconstruction au plus près. Et puis il faut que l'État arrête de se poser des questions en se demandant s'il va gagner de l'argent. Ces navires qui sont abandonnés, tout le monde perd de l'argent. Le port, la région et bien entendu l'État français. Depuis quelques semaines, l'État justement étudie la fin de vie de ces bateaux. Le Captain Zaref est dans le port depuis plus de 3 ans en raison de procédures judiciaires parfois longues. Ce n'est pas une question de savoir-faire technique en vérité, c'est une question juridique puisque ce navire a encore aujourd'hui un propriétaire défaillant. Les procédures de destitution effectivement sont assez complexes, donc c'est ce qui est actuellement en cours. Civils et militaires, plus d'une vingtaine de vieilles coques sont à déconstruire dans la rade de Brest. Une filière de déconstruction est-elle envisageable ? Nous avons réalisé la déconstruction d'environ une quinzaine de chalutiers depuis 2 ans et nous sommes également à l'étude aujourd'hui sur la déconstruction des 2 plus gros navires qui se trouvent dans le port. Nous n'avons pas l'assurance d'avoir un volume important de bateaux à déconstruire tous les ans à Brest, donc ce n'est pas la peine de se battre tous les jours pour la mise en place d'une filière. En 2007 et le retour du Clémenceau à Brest, la ville n'avait pas manifesté beaucoup d'intérêt pour la déconstruction navale. Un rapport parlementaire avait été commandé à l'époque. 5 ans après, qu'en est-il ? Il n'y avait peut-être pas un emballement collectif, oui, mais il y avait peut-être des raisons valables à ne pas en avoir. Mais je pense que chacun à Brest sait qu'il est important de déconstruire. La chose essentielle, c'est certainement que l'on ne mette pas de côté ce démantèlement. Il reste à sceller le sort des bateaux militaires et notamment celui de la Jeanne d'Arc, mais dans ce dossier, rien n'est prévu avant 2013. Alain, bonjour. Bonjour. Alors justement, l'installation d'une filière de déconstruction ne repose-t-elle pas sur, avant tout, une volonté politique ? Il y a certainement effectivement une volonté politique à la base qui est nécessaire. C'est un projet structurant qui utilise en plus des hommes et du matériel et des espaces dans le domaine public. Donc incontestablement... Qu'on pourrait l'imaginer finalement, hein. C'est assez mécanisé comme activité. C'est très mécanisé, on le voyait dans votre reportage, vous avez vu cette pince qui est assez impressionnante, il y en a une autre actuellement qui est en action sur la plage d'Erdeven. Il est clair que oui, il faut une volonté politique, c'est peut-être pas suffisant. Alors justement, le TK Bremen, sa déconstruction est en cours, ça va très vite, hein. Ça montre en tout cas que le savoir-faire existe. C'est vrai que ça va très très vite. En une semaine ou peu s'en faut, on est quasiment un bateau qui est déconstruit à moitié. On le voit, les outils existent. Le site pourtant n'est pas très très facile d'accès et pour travailler encore moins. Pour autant, on le voit, une entreprise brestoise par exemple, les recycleurs bretons travaillent dessus. Donc incontestablement, le savoir-faire existe. Maintenant, il faut savoir si une filière de déconstruction est rentable. Il faut l'alimenter en plus, la filière. C'est ce que disait d'ailleurs votre intervenant, Monsieur Guyot, dans votre reportage. Pour déconstruire des bateaux, d'abord, il faut qu'il y en ait en nombre suffisant pour pouvoir travailler sur du long terme et toute l'année sur une telle activité. Là, on n'est pas sûr. En plus, se pose la question de la rentabilité. Beaucoup de bateaux sont à l'étranger. On sait que c'est un secteur, le secteur maritime, qui, au-delà de la France, bien entendu, est un secteur où il y a beaucoup de moins-10 ans. Donc, il faut être incontestablement concurrentiel. Maintenant, c'est vrai que les bateaux qui sont sur place, comme c'est le cas, par exemple, dans le port de Brest, on n'imaginerait pas qu'ils puissent aller se faire déconstruire ailleurs. Ce serait sans doute du temps et de l'argent perdu. Pour la suite
dans quelques semaines. On reste dans le domaine maritime avec cette information qui concerne la pêche, cette fois avec un petit changement dans l'organisation. Les comités locaux disparaissent au profit d'un seul comité départemental. Et ce vendredi, avec 20 sièges sur 32, la CFDT est arrivée en tête des élections qui préfigurent donc cette nouvelle organisation. L'année 2011 a été déclarée l'année la plus chaude depuis plus d'un siècle. La douceur se poursuit en 2012 et ce n'est pas sans risque. La végétation est en avance, mais elle est vulnérable à un éventuel coup de froid. Xavier Patrillon s'est rendu dans un verger cidricole à Quimper. Cette année, l'hiver a du retard et il a peut-être même loupé le rendez-vous. C'est le constat qui est fait dans ce verger cidricole près de Quimper. Là aujourd'hui, on peut remarquer que la végétation est très en avance. On est sur un hiver qui n'en est pas un du reste. Cependant, la situation n'est pas alarmante, mais quelques craintes restent en toile de fond. Ce qui est à craindre à cette période-ci, ça serait d'avoir un coup de froid tardivement, puisque là, la végétation est en avance, on pourrait dire d'une bonne quinzaine de jours. Les rhododendrons sont déjà en fleurs. Le risque, c'est de griller les fleurs, donc c'est plus pour le coup d'œil, c'est pas très grave pour les plantes en soi. En revanche, pour tout ce qui est bourgeon à fleurs, pour les fruitiers, si le temps reste chaud et doux comme ça, la végétation va continuer à prendre de l'avance et le risque, c'est qu'il y ait une gelée tardive sur fleurs et tant qu'on n'a pas passé les seins de glace, arrivé au mois de mai, on peut toujours craindre une gelée tardive. Alors ça décale un peu notre façon de travailler. Sortie de l'été, les touristes sont à peine repartis à leur travail, qu'on est déjà dans la récolte. Ce qu'il ne faudrait pas, ou ce qu'on a à craindre derrière, c'est du temps sec comme on a eu l'année passée, un temps limite sécheresse tout au printemps, qui n'est pas obligatoirement bon pour le calibre des fruits notamment, et puis l'alimentation des plantes. Alors rien de dramatique pour le moment, mais attendons-nous peut-être à sortir gants et bonnets dans les jours à venir. Et on va parler de l'été, ou presque. Les 10 et 17 juin prochains auront lieu les élections législatives, donc vous serez amené à élire vos députés à l'Assemblée nationale. On fait le point dans le Finistère avec cette première information. On l'a appris ce vendredi après-midi. Christian Ménard, actuel député de la 6e circonscription, celle de Châteaulin, renonce finalement à se présenter. Il laisse sa place à Dominique Cap, le maire de Plougastel, comme candidat UMP sur cette circonscription. Alors, dans quelles conditions, Alain, auront lieu ces législatives 10 et 17 juin? Ça arrive après la présidentielle. Oui, ça ne vous a pas échappé. On est à 100 jours de la présidentielle et tout de suite ensuite, on enchaîne avec les législatives. Alors, il se trouve que depuis qu'on est passé au quinquennat, le calendrier politique s'est éminemment resserré. Donc, il est incontestable que les élections législatives verront sans doute une suite à la présidentielle. Autrement dit, si c'est un candidat de l'actuelle majorité qui est élu à l'Élysée, on peut penser qu'il y aura prime pour les candidats de la droite. À l'inverse, cela vaut également. Vraisemblablement, tout se jouera au deuxième tour de la présidentielle pour ce qui est des législatives. Alors après, il peut y avoir ici ou là, bien sûr, des situations qui sont propres sur des circonscriptions qui sont historiquement de gauche ou de droite. On va d'ailleurs faire le tour en regardant un petit peu quelles sont les forces ou les candidats déjà en présence. On a déjà donc Jean-Jacques Urvoas à Quimper, il y a Annick Leloc à Pont-l'Abbé, Jacques Le Guen à Landerneau, Patricia Adam à Brest Centre et puis Marguerite Lamour à Ploudalmézeau. Là, c'est à peu près déjà des candidats bien installés qui se représentent, donc ils ont pas mal de chances de repasser. Et puis il y a quelques circonscriptions où bien ça va peut-être être plus animé. Il y aura peut-être des matchs. Il y a un vrai duel, par exemple, sur Morlaix, par exemple. Sur Morlaix. Un vrai duel. Est-ce qu'Agnès Lebrun peut battre il faut bien remarquer quand même que son parcours est pour l'instant sans faute. Elle a gagné toutes les élections auxquelles elle s'est présentée. Maintenant, on va voir. Elle est représentante de la majorité actuelle. Encore une fois, tout dépend de ce qui va se passer pour la présidentielle. Elle a face à elle la sortante, Marie-Lise Lebranchu, qui, par ailleurs, s'est fait un nom au-delà de ses qualités et de celles d'Agnès Lebrun au plan local. Mais bon, ce sont des personnalités qui ont fait leur trou, qui sont éminemment médiatiques, les deux. Ça va être un match très très ouvert, incontestablement. Un match à carré aussi. Mais alors là, entre
deux candidats de la gauche, sans doute, hein, Christian Troadec et puis Monsieur Ferrand, Christian Ferrand. Voilà, on a tendance à dire que la situation politique à Carhaix est toujours un petit peu particulière. Incontestablement, c'est une circonscription qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec là, vous l'avez dit, des personnalités en plus qui sont fort intéressantes à suivre journalistiquement en tout cas. On verra ça donc dans les semaines et les mois à venir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau point sur l'actualité à 18h15. Bon week-end à vous.